Ok, alors seconde question de Orlos, je vais la lire avec vous parce qu'elle est assez longue et j'ai mis le PC portable sur le côté. Bravo pour tes 1000 abonnés, c'est super sympa, je te remercie beaucoup. Relativement à la foire aux questions, quelques questions et approfondissements sur question de débutant, prise de masse, 13 mois de pratique. Ce que tu penses de la routine en série 12, 18, 6, 4 reps. Donc 12, 18, 6, 4, c'est probablement via mes vidéos que tu t'es intéressé à cette manière de faire. J'en parle dans mes vidéos débutants. Donc tu me demandes ce que j'en pense. C'est curieux comme question parce que, sauf si ça vient de toi, mais si ça vient de moi, je l'explique parfaitement mon avis là-dessus. Donc moi, je suis très fan de cette méthode. Quand on est débutant, quand on est jeune, quand on est en bonne santé articulaire, les séries de 6 et de 4 vont nous permettre de prendre quand même pas mal de poids, de devenir plus fort et d'avoir le sentiment de progresser. Donc moi, j'ai fait ça énormément. Pour faire un bref rappel, quand je suis entré dans ma salle, mon prof m'a quasiment forcé à faire pendant une petite année un parcours. J'explique ça dans une vidéo qui s'appelle Comment débuter. Un parcours, un upper body, en fait upper body, lower body, de 2 exercices sur chaque groupe musculaire. Donc 2 exercices de pec, 2 exercices de dos, 2 exercices d'épaule, ainsi de suite, vous avez compris. Et après avoir fait ça, où j'avais énormément progressé, on était passé sur un split et on s'est servi du 12-18-6-4 énormément. Donc par exemple sur un développé couché, sur un développé incliné avec haltère, même sur des exercices d'isolation, c'était peut-être pas la meilleure des idées, mais enfin par exemple sur un pec deck, on le faisait aux jambes, on le faisait même aux leg extensions, enfin on le faisait sur énormément de choses. Peut-être que notre dernier exercice, pour aller chercher un peu plus de congestion, on repassait à du 4x12 ou du 3x15. Mais donc je suis très très fan de cette méthode, je la recommande vivement, mais attention, pas à tout le monde et ça dépend des cas de figure. Moi par exemple aujourd'hui je ne ferai absolument plus ça parce que la série de 6 et de 4 va me détruire, les poids vont devoir être colossaux pour dire d'en avoir un intérêt et mes articulations ne sont plus capables. Voilà, moi pour quelqu'un qui est entre guillemets dans mon état, si je puis dire articulaire, je vais plutôt recommander euh, des méthodes d'intensification, des séries longues, peu de temps de repos, beaucoup de connexions muscle-cerveau, bla 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 bla. Mais donc voilà, 12, 18, 6, 4, je recommande vivement, mais attention, pas pour tout le monde. Combien de jours de repos max pour un même muscle? Encore une fois, ça dépend des cas de figure. Je viens d'encore écouter la vidéo d'Éric Carpentier, qui est un gars que j'aime beaucoup, qui a été un grand champion, qui vient de dire qu'il faut surtout pas faire 2 fois le même muscle par semaine. Bon, j'ai pas son expérience et je me permettrai jamais de contredire ce qu'il dit, mais je suis moyennement d'accord avec ça quand même parce que moi j'ai fait ça entre mes 19 et 23-24 ans, à peu près pendant 5 ans, et ça m'a super bien réussi. Évidemment, à cet âge-là, t'es quasiment dopé naturellement. Je m'investissais beaucoup dans ce sport, j'étais vraiment à fond dedans. Même si, comme il le dit aussi dans sa vidéo, finalement j'avais comme information que le monde du muscle et Muscle et Fitness Magazine est flex, donc ça nous a fait faire beaucoup d'erreurs, mais en même temps ça nous permettait de rêver et de se motiver, donc pas de regrets à ce niveau-là. Mais je m'égare. Combien de jours de repos max? Encore une fois, si tu es débutant, dans la fleur de l'âge, tu pètes le feu. Moi, je dis que tu peux le faire 2 fois par semaine. Donc, ça voudrait dire une fois 2 jours de repos, une fois 3 jours de repos. Si tu es bien avancé, je laisserai passer la semaine. Si ton muscle est bien travaillé, c'est la semaine. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je te laisse passer minimum la semaine et je vais très souvent au-delà de 10 jours. Quand mon dos, mes pecs ou mes jambes ont été massacrés, 10 jours de repos, c'est très bien. Et Francis Benfato me l'avait confirmé aussi. Il m'avait dit si jamais je devrais retourner à la compétition, je laisse 10 jours de repos entre les 2 muscles quand le muscle a été bien fait. Donc voilà, la réponse c'est difficile à dire. Il faut que tu t'identifies par rapport à ton profil et à ce que je viens d'expliquer. Les compléments alimentaires obligatoires pour un débutant? Non, absolument pas. Le problème ou l'avantage des compléments alimentaires, c'est l'effet placebo. L'effet placebo, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger parce que quand tu es débutant,
ça peut avoir un énorme impact sur son implication et ta motivation. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai absolument pas besoin d'ouvrir mon armoire et d'avoir 1 milliard de pots fluo dedans pour me motiver. Mais je peux comprendre que te dire j'ai ma protéine, j'ai ma créatine, j'ai ma glutamine, j'ai mes BCA, j'ai mon pré-workout, j'ai ma protéine lente avant d'aller dormir, j'ai mon ZMA, j'ai tous mes acides aminés possibles et inimaginables. Je dépense beaucoup de sous là-dedans. Euh, ouais, je peux comprendre. Maintenant, revenons à quelque chose de plus terre à terre. Sur ta progression, est-ce que ça va faire une énorme différence? Ouais, ne m'en voulez pas, mais soyons honnêtes, hein, probablement pas. Probablement pas. Parce que la base, c'est l'entraînement. Sans entraînement, il se passe rien. Donc, il faut d'abord voir si l'entraînement est bon. Deuxième point, la bouffe. Si la bouffe est parfaitement calibrée, tu vas optimiser tes résultats. Si la bouffe est moyenne, bah, moins de résultats. Si la bouffe est dégueulasse, sauf génétique incroyable qui fait que tu peux bouffer n'importe quoi et t'entraîner comme un gland, ça existe, hein, il y a des gens comme ça. Enfin bon, parlons quand même pour la majorité des gens. En général, il faut s'entraîner très bien, manger très bien. Se reposer, on vient d'en parler, encore une fois, je le répète, t'as 20 ans, bon, à voir, mais une fois 25, 26 ans, ou en tout cas je dirais une fois 5, 6, 7 ans de pratique, il va quand même falloir un petit peu remettre les choses dans un contexte plus réaliste, mais tu peux avoir cette... Ouais, voilà, désolé, je crois que la vidéo a coupé, enfin, soit on s'en fout. Donc, je disais, ouais, le plus important, ce sera quand même l'entraînement et la bouffe. Et les compléments alimentaires, une bonne whey pour dire de monter un petit peu le ratio en protéines parce que ça risque peut-être d'être un peu compliqué quand on est débutant, les aliments solides, surtout si on veut faire une grosse prise de masse. Et voilà, mais donc en tout cas la question c'était obligatoire. Le mot utilisé c'est obligatoire. Le mot obligatoire, non, absolument pas. 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps suffit-il pour une progression correcte? J'en suis convaincu. Je pense qu'on nous a survendu à mort les besoins en protéines tout simplement pour nous en vendre plus. Je parle des protéines en poudre, qu'elles soient en poudre ou qu'elles soient solides, mais bon, je veux dire, ceux qui nous disaient qu'il fallait plus que ça, c'était pour nous vendre des poudres, pas pour nous vendre du blanc de poulet. J'ai jamais vu un boucher qui m'a dit ça. Donc oui, 1,5, ça me paraît très bien, surtout si on parle de quelqu'un de naturel. L'assimilation des protéines, bah, elle reste ce qu'elle est, elle reste naturelle. Maintenant, si tu es sous anabolisant, même thérapeutique, bah, peut-être que tu peux monter un tout petit peu. Et voilà, maintenant, encore une fois, il faut voir si il faut calculer ça à ce point-là. Je suis pas certain que ça a un intérêt énorme. Moi, je me mettrais plutôt dans une fourchette, tu vois, hein, 1,5 g, 2 grammes. Voilà, 1,5 g, 2 grammes, tu es vite hein, quand même, parce que dans un steak de 200 grammes, tu as déjà 40 grammes de protéines. Bah, tout dépend évidemment de ce que tu pèses. Mais imaginons que tu fasses 80 kilos, ça va aller très vite. Hein. Suffit-il pour une progression correcte? 1,5, oui, j'en suis convaincu. Utilises-tu un pré-workout? Alors ça, non, actuellement j'en utilise plus parce que je suis convaincu que c'est pas bon pour la santé. En tout cas, ça dépend de quel type de pré-workout on parle. Si on parle des pré-workouts qui t'excitent beaucoup, caféine, etc. J'aime pas trop. En plus, je viens encore de voir une vidéo du docteur Hertog qui explique que la caféine, ça n'a absolument rien de bon pour l'organisme. Donc, caféine chez moi, on oublie. Ça fait longtemps que j'en bois plus, au moins 5 ans. Et sûrement pas en pré-workout. J'aime bien les pré-workouts en mode congestion et concentration. Donc, peut-être quelque chose du type arginine, citrulline. C'est quoi le troisième encore? Merde. Citrulline, arginine et voilà, des fois des mots qu'on utilise absolument tous les jours. Ça peut être pas mal pour dire d'avoir un bon afflux sanguin, une bonne concentration. Tu as des pré-workouts qui sont plus dédiés à ça et qui peuvent être pas mal. Un sucre peut-être pendant l'entraînement. Je me souviens qu'avant, j'achetais justement chez Eric Carpentier le Carbonox, qui était bien et qui te permettait quand même de faire une séance d'entraînement où à un moment donné, t'as pas cette descente au niveau de ton mental. Tu te dis, j'étais plus dedans, ça va pas, etc. Je me souviens que quand je prenais ça, c'était bien.
Mais donc non, j'utilise pas de pré-workout. Du jus de betterave, j'aime bien l'idée du jus de betterave qui est aussi vasodilatateur. Donc plutôt voilà, plutôt dans l'état d'esprit, concentration, vasodilatateur, être dans ta séance mais être surexcité, une pile électrique et surtout en général avec ce genre de pré-workout, tu le payes très cher après donc c'est pas top. Alors, question suivante. Point faible, jambes et pecs. Faut-il augmenter la fréquence d'entraînement sur ces deux parties? Il y a plein de réponses à ça. Point faible. Faut-il augmenter la fréquence d'entraînement? La fréquence d'entraînement, ben, le problème, c'est que c'est des questions tellement vastes, c'est très difficile de répondre à ça. Et moi, je me refuse à tomber dans la facilité en faisant des vidéos où je dis point faible, voilà la méthode qu'il faut faire, voilà l'exercice. Tout ça, c'est des conneries. C'est juste bien, et bon, j'ai rien à la contre, hein, c'est juste bien pour nous divertir, nous faire des vidéos de trucs, mais c'est hors de question que je fasse ça. Donc, il faut déjà voir comment tu t'entraînes, il faut voir quelle est l'intensité, il faut voir quel est le nombre d'exercices, est-ce que les exercices te conviennent, est-ce que tu les fais bien, est-ce que, avant d'envisager d'augmenter la fréquence, ce sera une des prochaines questions où justement on me parlait d'un point faible pec qui était problématique. Il faut voir si on arrive à recruter le muscle, il faut voir si c'est vraiment le muscle qui travaille. Donc voilà, bon, pour en revenir à une réponse, on va dire un peu plus brève, parce que j'ai tendance, voilà, ça fait partie de ma manière de faire mes vidéos, à ne pas savoir répondre oui ou non. Faut-il augmenter la fréquence d'entraînement? Non, pas forcément. C'est beaucoup plus compliqué que ça. N'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram et on voit ça ensemble. Première prise de sang, que dois-je contrôler? Reins, vitamines, etc. Bon, alors il faut déjà trouver un médecin qui soit, en France, je sais que vous n'avez pas facile, qui soit compréhensif et intéressé par tout ça. Parce qu'en général, quand tu te présentes chez ton médecin en disant je suis sportif, je m'intéresse à ma santé, je suis conscient que ma santé, mon organisme et donc le reflet d'une prise de sang peut potentiellement m'aider à être meilleur. Bon, bah, si tu l'as, t'as la perle. Donc, alors que faut-il contrôler? Ben, de toute façon, théoriquement, ton médecin, donc tu me notes ici reins, vitamines, etc. Donc, tu auras de toute façon tout un tas de contrôles élémentaires, si je puis dire, des choses qui sont une évidence quand on fait une prise de sang, ton hématocrit, ton hémoglobine. Et donc, oui, effectivement, il va y avoir un intérêt à quand même contrôler, bah oui, les reins, c'est un classique. Le foie, maintenant le foie, des fois, il demande juste un seul marqueur alors qu'il peut y en avoir 5. Pareil pour les reins. Euh, le taux de sucre, c'est quand même super intéressant. Le cholestérol, c'est intéressant. Tes triglycérides, c'est intéressant. J'ai pas une prise de sang sous les yeux ici. Donc oui, le foie, on en a parlé. Tes gamma GT. Les vitamines, la vitamine B12, la vitamine D, la vitamine C, on me l'a très très rarement demandé. Ton zinc, très intéressant de savoir ton zinc. Ton cuivre aussi, pour voir la différence. En tout cas, tout ce que tu prends, tout ce dont tu te supplémentes, c'est intéressant de le demander et de le prendre parce que sinon tu vas un petit peu à l'aveugle. Ton sélénium, très intéressant aussi. En général, pour avoir un bon taux de sélénium, il suffit de manger 3 à 5 noix du Brésil tous les matins. Tu peux être certain que tu auras un très bon taux de sélénium. Ton zinc, si tu n'en prends pas, il y a très peu de chances que tu aies un taux suffisant pour faire une bonne testo naturelle. Ta vitamine D, aucun espoir d'avoir un taux suffisant. Ça, c'est le chien qui joue avec sa poupée. Arrête, Andouille. Donc vitamine D, si t'es pas au moins à 3000 unités par jour, à mon avis, ça m'étonnerait que tu sois, ou alors t'es, comme dirait le docteur Résimon, le cul à l'air toute la journée à Hawaï. Là, il y a peut-être une chance. Donc vitamine D 3000 unités, je suis très 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 gentil, hein. Moi j'ai besoin de 10 000 unités par jour pour dire d'avoir un taux dans la moyenne haute. Donc t'imagines. Et j'en prends une de très bonne qualité, toujours avec un repas gras, ce qui est essentiel. Donc c'est con, j'aurais dû prendre une prise de sang. Je le ferai peut-être, je vais peut-être aller en chercher une et comme ça je réponds un peu plus précisément. Mais donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le foie, on a dit les reins, on a dit les triglycérides, on a dit le cholestérol, on a dit et les hormones, évidemment. Tu dois demander
Tu pourrais demander TSH, T3, T4 pour la thyroïde, mais maintenant on sait quand même que c'est surtout les symptômes qui sont importants. Tu peux demander ton magnésium, très lié à tout ça. Euh, le taux de sucre, j'en ai parlé, ta glycémie donc, les hormones, donc la testostérone. Il y a plusieurs marqueurs de testostérone. Voilà, encore une fois, il faut un médecin qui connaisse tout ça et qui s'y intéresse, parce que sinon il va te demander des choses. Ouais, c'est pas évident. L'oestrogène, voir si tu convertis ta testostérone en oestrogène, ça peut être une explication pour plein de choses. Il faut demander aussi l'hormone de croissance. Voilà, tu peux demander tes allergies alimentaires, si tu es allergique aux œufs, si tu es allergique au gluten, voir si ton intestin est en bonne santé. C'est le marqueur LPS ou LBS, je suis hésitant. Enfin, voir si ton intestin est poreux, en fait. Donc voilà, il y a énormément de choses. Il faudrait presque que je fasse une vidéo là-dessus. C'est passionnant. Il faudra de toute façon que je me relise et que je la prépare un peu, parce que je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout ça par cœur. Mais c'est super passionnant et ça me passionne presque autant que l'entraînement. Alors, une séance de cardio, si oui, à quelle fréquence? Ok, après c'est une autre question. Oui, bien sûr, le cardio, déjà rien que pour la santé. Moi, j'y crois que moyennement dans la perte de poids. La perte de poids, c'est ton assiette, c'est ton entraînement. Tu peux rajouter du cardio. Alors maintenant, je sais pas, si je parle à un compétiteur, c'est sûr que le cardio va faire une grosse différence. On voit Moussel Bakouchi, il faisait du cardio tout le temps lors de ses préparations. Maintenant, je pense dans la vie courante, il fait pas ça. En tout cas tous les jours, je veux dire. Donc du cardio pour la santé essentielle. Maintenant, je rebondis encore justement sur, et je suis tout à fait d'accord avec ça parce que je l'ai expérimenté. Ne faites pas votre cardio avant l'entraînement. Faire son cardio avant l'entraînement, c'est en fait pomper tes réserves de sucre, et en fait tu arrives à ta séance de musculation déjà prévidée de tes réserves de glycogène, et donc c'est un mauvais plan. Donc cardio après, ou j'aurais même tendance à dire, parce que moi je trouve que le cardio après on perd la congestion. Donc j'ai jamais aimé faire ça, je l'ai fait à une période, mais j'ai jamais aimé faire ça, faire le cardio après l'entraînement, on perd la congestion. Donc avant tu perds ton énergie, tu perds ton sucre, donc mauvais entraînement, mauvaise congestion, enfin rien de bon. Après tu perds la congestion, je trouve. Donc pour moi, cardio, ce serait carrément un autre moment si tu veux faire les choses bien et si tu as l'occasion de le faire, à un autre moment. Donc soit un autre jour, soit si tu as le courage le matin, soit carrément le soir, je sais pas moi, quelques heures après ton entraînement. Évidemment, tout ça est très personnel, ça se planifie, ça s'organise en fonction de la vie de chacun. Arrête, hein, sinon je te la vire, hein, ta poule. Les effets du tabac sur l'hypertrophie, j'en sais rien du tout. Alors là, voilà, je lui ai viré son jouet parce que ça m'énerve. Les effets du tabac sur l'hypertrophie, j'en sais rien du tout. Je serais incapable de répondre à cette question. Euh, Parlons plutôt de l'effet du tabac sur la santé en général. Je vois pas très bien qu'est-ce que ça vient faire avec la musculation, même s'il y a plein de sportifs qui aiment bien fumer une petite clope. Je me souviens que j'ai rencontré Jean-Claude Van Damme en 2007 lors du tournage de JCVD dans une salle à Bruxelles. Et j'ai eu on va dire, l'art et la manière de l'approcher afin qu'il me dise pas, gamin, fous-moi la paix. Et donc j'ai pu aller boire un café avec lui après, et on s'était un peu planqué afin qu'on lui foute la paix parce qu'on venait lui demander des photos toutes les 3 minutes. Et en un coup, il sort une clope et il commence à fumer. J'étais hyper étonné de me dire qu'un gars comme lui fume. Donc voilà, ça l'empêche pas d'avoir une super condition physique, mais enfin voilà, je vois pas trop l'intérêt. Après, si t'es accro, t'es accro, hein. Alors, combien de calories par jour pour une bonne prise de masse? 1,87 m, donc c'est un peu plus grand que moi. 79 kilos. 1m87, 79 kilos, ça veut dire que enfin, si t'es musclé et si tu t'entraînes bien, ça veut dire que t'as un beau physique sportif, normalement plutôt sec. Ça dépend des gens, évidemment. Maintenant, tu peux te retrouver à 100 kilos en étant pas trop mal. Bon, évidemment, il faudra s'entraîner comme un taré, il faudra manger nickel. Donc, on peut rajouter facilement 15 kilos. En tout cas, si on rajoute 10 kilos de muscles, ou on prendra de la graisse évidemment avec, mais ça peut faire un super physique. Et en tout cas, avec 1,87 m, tu peux largement monter à 100 kilos. Moi, je vois vraiment pas trop où est le problème. Évidemment, sauf si tu me dis, moi, mon rêve, c'est d'être hyper taillé avec les abdominaux écorchés. Bon, là, peut-être pas. Moi, en général, et je dois reconnaître que sur ma personne, ça a toujours été un marqueur assez réaliste.
Et quand même, la plupart des gens que je vois, c'est quand même à peu près ça. Naturel, je parle. Si tu fais à peu près le poids de ta taille, que tu t'entraînes bien, que tu as une génétique pas trop mal, que tu manges bien, tu peux quand même avoir un super physique. Donc disons que toi, avec 85, 87 kilos, tu pourrais vraiment être un beau physique, bien musclé, esthétique. Si tu rajoutes 5-6 kilos à ça, moi je le vois bien dans mes vidéos, j'ai des vidéos où je suis à 87, 88 kilos, en vidéo ça donne super, puis je monte à 95 kilos, en vidéo ça va encore, mais il y a ce côté beaucoup plus voilà, beaucoup plus rond, beaucoup plus massif. Et puis au-delà de 100 kilos, en vidéo, ça donne plus rien parce que tout est voilé. Et voilà, c'est impressionnant plutôt dans la vie parce que voilà, tu as ce côté beaucoup plus massif, beaucoup plus lourd. Mais quand tu enlèves le t-shirt, c'est un peu décevant. Donc je pense effectivement que le poids de ta taille, quand tu t'entraînes vraiment super bien, en étant naturel, tu peux déjà être très 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 heureux si tu as encore un ventre propre. Si tu montes 5 kilos, voilà, tu auras ce côté plus rond, plus rempli. Et si tu montes de 10, 15 kilos, bon, bah là, tu commences quand même à être sacrément imposant. Mais si tu es naturel, c'est quand même compliqué d'aller chercher un super beau physique, hein, ou alors tu as une super génétique, tu es dans la fleur de l'âge, tu t'entraînes comme un fou, tu manges vraiment nickel. Ouais, plein de choses sont possibles, hein, mais bon, c'est quand même, on n'est pas tous capables de faire ça. Voilà, je serais déjà heureux si tu réponds à une de mes questions. Bon, bah, j'ai répondu à tout et j'espère avec plein d'informations intéressantes. Je coupe et je passe à une prochaine.